Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité et de débat en direct de l'Assemblée nationale. Avec pour m'accompagner ce soir Julie Ruiz-Pérez, journaliste au Figaro Économie. Bonsoir Julie. Bonsoir. Merci d'être là aux côtés de Bertrand Perrier. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Adeline. Vous allez bien tous les deux ? Très bien, merci. C'est parti pour le sommaire avec à la une ce soir dans Chaque Voix compte, le retour de la fée électricité. Pompe à chaleur, voitures, camions électriques, fours électriques. Le gouvernement présente son plan d'électrification pour réduire en fait notre dépendance au pétrole et au gaz dans le contexte du choc énergétique provoqué par les deux guerres du moment. EDF a également un plan. Bref, l'électrification est devenue un enjeu politique autant qu'un enjeu industriel, climatique et évidemment un enjeu de pouvoir d'achat aussi. Mais pas sûr qu'il n'y ait que des gagnants. Et nous en parlons ce soir avec vous, Marc Ferracci. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre de l'Industrie et de l'Énergie et député Ensemble pour la République. Merci d'être là ce soir aux côtés de Martial You. Bonsoir Martial. Bonsoir. Éditorialiste éco à RTL. Vous publiez chez Robert Laffont Les Dindons, comment on vole les classes moyennes. Merci d'être là. Et bonsoir Stéphane Is. Bonsoir. Consultant climat et énergie renouvelable. Merci également de votre présence. Je compte sur vous tous les trois pour ne pas créer une ambiance trop électrique quand même, hein, d'accord. Julie Ruiz-Pérez, vous allez nous expliquer ce soir 3 lettres. Je vais vous expliquer CEE. On en entend beaucoup parler. Ce sont les certificats d'économie d'énergie. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi c'est un sujet qui devient très politique. À suivre aussi Bertrand Perrier qui tranche. Oui, on va parler de l'idylle du moment, l'idylle entre Jordan et Maria Carolina. À tout à l'heure alors. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche avec la nouvelle bataille du 1er mai. Une proposition de loi pour permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai arrive demain à l'Assemblée. Faut faire vite, c'est dans 22 jours, le 1er mai. On en débattra tout à l'heure avec Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, avec Sophie Taillé-Polian, députée écologiste du Val-de-Marne. Vous pouvez vous aussi interroger nos invités ou nous faire part en direct de vos réflexions. C'est simple, vous flashez le QR code qui est là. Et c'est Bertrand Perrier qui compile tous vos messages avec sa tablette magique, sans oublier tout à l'heure Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale avec Marco Pommier. On parlera de rave party dans l'hémicycle, vous verrez ça. Voilà pour le menu de ce soir, installez-vous confortablement. Chaque Voix compte, c'est parti. On parlait hier de la loi de programmation militaire, mais voilà ce soir l'une des autres grandes leçons de la guerre au Moyen-Orient qui nous place face à l'urgence de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Alors ça tombe bien parce qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a du jus. Le gouvernement s'apprête à présenter son plan d'électrification, censé être une réponse immédiate et concrète à l'envol des factures, mais censé aussi nous défaire de cette dépendance aux énergies fossiles. En voici les pistes ce soir avec Johan Delera. La guerre au Moyen-Orient, symbole de la dépendance française aux importations d'hydrocarbures. Alors pour en sortir, le gouvernement lance un grand plan d'électrification du pays. On voit bien qu'une crise comme ça doit nous forcer à accélérer. Il faut qu'on continue à baisser notre dépendance aux hydrocarbures pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques et pour des raisons géopolitiques. On a besoin d'une France électrique pour éviter que ce soit une France dépendante. Roland Lescure faisait partie des ministres conviés ce matin par Sébastien Lecornu. Une réunion de travail pour établir le plan d'électrification. Son contenu sera dévoilé dans les prochains jours. Objectif, réduire la dépendance aux énergies fossiles de 60 à 40% d'ici 2030. Leur importation coûte très cher à la France, 64 milliards d'euros en 2024. Pour alléger la facture, plusieurs secteurs sont en priorité ciblés, à commencer par les transports, premiers consommateurs d'énergie. Le gouvernement devrait notamment élargir le leasing social, ce dispositif d'aide à la location de véhicules électriques. Plusieurs bénéficiaires sont envisagés, les ménages les plus modestes et certains professionnels comme les infirmiers libéraux. Sur la question du logement, des aides à la rénovation sont à prévoir pour inciter les Français à installer un chauffage électrique. EDF, propriété de l'État, a d'ailleurs annoncé hier un plan de 240 millions d'euros. 80 000 ménages modestes recevront une prime de 1 000 euros pour l'installation d'une pompe à chaleur. Enfin, sur l'industrie, Sébastien Lecornu a chargé son ministre Sébastien Martin d'identifier les procédés industriels susceptibles d'être intégralement décarbonés d'ici 2035. Mais ces mesures ne suffiront pas à sortir du gaz et du pétrole. Il faut aussi un changement des mentalités. Le gouvernement prépare donc un plan d'incitation à la sobriété pour convaincre les Français de réduire leur consommation d'énergie.
Reste la question du financement de toutes ces mesures. Sébastien Lecornu envisage de recourir au surplus de recettes fiscales sur les carburants. Une enveloppe sans doute insuffisante à l'heure où l'État doit réduire ses dépenses. Alors, tous les termes du débat sont posés, mais Marc Ferracci, avant d'entrer dans le détail, j'ai une question très pratique, et pardon si elle est un peu béotienne, mais il y a de cela 4 ans, le gouvernement nous avait sorti ce slogan « Je baisse, j'éteins, je décale ». La campagne s'appelait « Chaque geste compte ». Le prix de l'électricité flambait, on était obligé de l'importer, il fallait tout faire pour économiser l'énergie. Et 4 ans plus tard, c'est la révolution, l'électricité nous est présentée comme un bouclier énergétique quasiment. Donc on est passé de la pénurie à la surproduction, et d'un coup, l'électricité devient notre amie. Tout à fait. L'électricité est notre amie et en réalité, elle n'a jamais cessé d'être notre amie. En 2022, nous vivions 2 crises. Nous vivions une crise géopolitique avec la guerre en Ukraine qui a fait augmenter les prix du gaz et qui, par répercussion, a fait augmenter les prix de l'électricité car les prix du gaz déterminent en partie les prix de l'électricité dans le marché européen de l'électricité. Mais vous aviez une autre crise qui était industrielle, celle-là. Je vois les photos d'EDF derrière vous. Une partie du parc nucléaire, une partie des réacteurs d'EDF subissait une avarie un peu systémique qui a concerné beaucoup de réacteurs qu'on appelle la corrosion sous contrainte et qui a mis à peu près la moitié du parc nucléaire à l'arrêt. C'est ces 2 facteurs qui faisaient que l'électricité était très chère. Aujourd'hui, on a évidemment retrouvé la pleine maîtrise de notre parc nucléaire qui n'a jamais autant produit d'électricité qu'aujourd'hui. On a une capacité à non seulement produire de l'électricité décarbonée et peu chère, mais aussi à stabiliser l'ensemble du système électrique. Parce que l'intérêt du nucléaire, c'est qu'on peut produire et on peut s'arrêter de produire à peu près quand on veut. Et ça, c'est un élément très important. Mais ça use les réacteurs. En France et en Europe. Alors, ça, c'est un point sur lequel on pourra discuter. Il y a des débats techniques sur la question de savoir si le fait de moduler la production nucléaire, de l'arrêter, de la faire repartir, use les réacteurs. C'est un petit peu technique, mais vous savez que dans un réacteur nucléaire, il y a 2 circuits. Il y a un circuit primaire, c'est celui qui est concerné par le combustible nucléaire, et puis il y a un circuit secondaire qui produit l'électricité. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que sur le circuit primaire, en tout cas, il n'y a pas de danger. En tout cas, c'est ce que disait le responsable d'EDF qui était auditionné par l'Assemblée nationale il y a encore quelques mois. Mais il faut poursuivre les investigations sur ce sujet. Et surtout, je reviens sur le tableau global. On a besoin de l'électricité, ça a très bien été dit, pour sortir de cette dépendance aux énergies fossiles qui nous coûte très cher. Elle nous coûte chaque année à peu près 60 ou 70 milliards d'euros. Et puis quand il y a une crise géopolitique comme la guerre en Ukraine, quand Poutine décide de fermer le robinet du gaz, ça nous coûte 70 milliards d'euros supplémentaires pour protéger les Français avec un bouclier énergétique. Donc on voit que on doit sortir de cette dépendance et c'est bien pour ça que ce plan de l'électrification, il est très important. On n'a pas commencé aujourd'hui à réfléchir à l'électrification et moi, en tant que ministre de l'Industrie et de l'Énergie, j'ai pris des mesures pour augmenter, par exemple, l'achat de véhicules électriques par les flottes d'entreprises. Et ça a très bien marché. On a doublé les achats par les flottes d'entreprises. Ça a même porté le marché de la voiture électrique. Ça a porté, tout à fait. Un véhicule sur 2 aujourd'hui vendu neuf est acheté par une entreprise. Donc on a des leviers. Il faut les actionner tous, les transports, le logement. Vous dites on ne découvre pas aujourd'hui, mais est-ce qu'on n'est pas aussi aujourd'hui en train de payer le retard qu'on a pris ? Avec des décisions, des orientations différentes. Si on prend l'exemple de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la dernière feuille de route, vous savez ce que je vais vous dire. C'est-à-dire qu'on avait décidé d'arrêter de construire des réacteurs, d'en supprimer, on a fermé Fessenheim. Et puis là, finalement, nouvelle PPE, on part sur 6 nouveaux réacteurs, 8 en option. Donc, on change d'orientation. Il y a eu un changement profond, majeur, qui s'est passé en février 2022 à Belfort, quand le président de la République a annoncé la nouvelle stratégie énergétique de la France, qui tenait compte des sujets industriels, mais aussi de la nouvelle donne géopolitique, et qui disait très clairement qu'il fallait sortir de cette dépendance aux énergies fossiles en marchant sur 2 jambes. Le nucléaire, 6 réacteurs, c'est sûr qu'on va les construire, peut-être 8 en plus, donc peut-être 14 réacteurs, alors qu'on avait prévu d'en fermer 14 dans la précédente programmation pluriannuelle. Et puis les énergies renouvelables. Il faut quand même se dire que les prochains réacteurs qui vont sortir de terre, parmi les 6 qu'on a décidé de construire, ne sortiront de terre et ne seront opérationnels qu'en 2038. Donc dans l'intervalle, si on veut continuer à produire de l'électricité, si on veut passer de 450 TWh, c'est à peu près la production actuelle, à 650 à l'horizon 2035, c'est ce que prévoit la PPE, on a besoin du relais des énergies renouvelables, il faut le dire et le rappeler. Bon, c'est pas Stéphane Is qui dira le contraire, on a besoin des énergies renouvelables. Quel regard vous portez sur ce moment électrification ?
Ce moment d'électrification, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur est-ce qu'on est en retard ou en avance, il faut bien comprendre, en prenant un tout petit peu de recul, que la France, en fait, a pris de l'avance dans les années 70 avec la mise en place du fameux plan Mesmer et de tous les réacteurs nucléaires. Et donc, en fait, la France a déjà une certaine forme d'électrification avec une part de l'électrique dans le chauffage qui est une grande différence par rapport à ce qui peut se faire à l'échelle internationale, voire en Europe. Donc ça, c'est une caractéristique. Une des difficultés que la France aujourd'hui affronte, c'est qu'on doit s'attaquer du coup à des secteurs qui sont plus difficiles, là où c'était plutôt un peu plus facile, plus difficile à électrifier. Vous avez cité les transports, mais il y a aussi l'industrie. L'industrie, voilà. Monsieur Schellenberger qui doit sortir normalement un rapport et a déjà remis un certain nombre de conclusions, exactement. Et donc l'industrie qui représente aussi des très très grands défis dans l'électrification et pour lequel en fait il y a cette idée que finalement c'est facile et il y a qu'à Faucon. En fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Martial You. C'est vrai que la contradiction, c'est qu'il faut investir aujourd'hui, mais pour des investissements qui seront amortis dans des années, ça se compte peut-être même à l'échelle d'une vie, et que politiquement, c'est compliqué de dépenser aujourd'hui de l'argent dont on ne récoltera pas les fruits tout de suite. C'est sûr que le gain politique sur ce genre de stratégie est complexe. Maintenant, on est dans un moment de l'histoire où c'est plus facile à faire passer quand même, à faire comprendre. C'est-à-dire que lorsque vous avez les prix de l'essence qui explosent à plus de 2 €, vous avez plus de facilité à expliquer aux gens que ce serait pas mal de rouler à l'électrique, ils l'ont à peu près compris tout seuls. Maintenant, moi, je suis pas contre le fait que Sébastien Lecornu soit le Pierre Messmer de 2026, au contraire. Allons-y sur l'électrification. Moi, ce qui me manque un tout petit peu pour l'instant, c'est le business plan, si vous voulez. J'ai pas envie qu'on soit les fantassins de 1914 qui partent la fleur au fusil sur l'électrification, mais avec des pantalons rouges et qui se font tirer comme des lapins dans les tranchées. Parce que là, pour l'instant, je ne sais pas exactement, j'ai à peu près compris les priorités, j'ai pas compris les financements et surtout, j'ai pas compris ce que ça va coûter au final aux utilisateurs. Parce qu'il y a quand même une manne qui aujourd'hui est non négligeable du côté de l'État, qui sont les taxes sur les carburants. C'est à peu près 46 milliards. Vous avez 30 milliards de la taxe, ce qu'on appelle l'accise, et puis vous avez 16 milliards de TVA. Tout ça, si on veut le réduire à terme, il va bien falloir trouver les moyens de financer un plan d'électrification en se passant un peu de ce que nous coûte ou nous rapportent les carburants. Une petite goutte avec le surplus fiscal dû au choc pétrolier et à la hausse des prix du carburant. Ça fait... On ne sait même pas chiffrer. Je pense qu'il faut faire attention à ça, parce que déjà, ça a été, à mon sens, assez maladroit dans la communication, le gouvernement, de nous dire pendant des semaines, non, il n'y a pas de surplus, on n'y gagne rien, parce que ce qu'on gagne ici, on le perd là-bas, ce qui était vrai, pour finalement, au milieu de la nuit, envoyer une dépêche AFP à 2 h du matin en disant, il y aura peut-être un surplus, et dans ces cas-là, ça pourra servir à l'électrification, et aboutir, quand on fait le calcul, à 270 millions, et franchement, c'est la jauge haute, parce que ça part du principe que la consommation a augmenté en mars, ce qui ne sera évidemment pas le cas en avril. Et donc, moi, je vais dire, on a 150 millions de manne. Et 150 millions, j'ai demandé au boulanger, moi, combien ça coûtait un four électrique si on veut le faire changer. C'est 50 000 €. Donc, en gros, on ne va pas pouvoir équiper beaucoup de boulangeries. Vous avez 3 000 boulangers qui peuvent changer de four. Vous voyez. Donc, ce n'est pas à l'échelle. Il faut arrêter de faire croire que cette manne va nous aider à électrifier. Là, on parle en milliards. Les 6 réacteurs qu'évoquait Marc Ferracci, c'est 73 milliards. Et c'est 40% de plus que ce qu'on avait imaginé au début. Donc, on est sur des échelles totalement différentes. Marc Ferracci, vous avez été ministre de l'Industrie, donc les freins à l'électrification de l'industrie, vous les avez sans doute parfaitement identifiés, y compris, parce qu'on a tendance à parler des grandes usines, mais on peut aussi parler des ETI, des petites entreprises, où la technologie existe, mais ce sont des entreprises qui hésitent à investir. Alors la technologie existe, mais elle évolue. D'ailleurs, vous l'avez dit dans votre reportage, mon successeur, Sébastien Martin, a été chargé par le Premier ministre d'identifier les procédés industriels qui peuvent être électrifiés. On sait que, par exemple, produire de l'acier, on peut le faire avec des fours électriques, des fours à arc électrique, par exemple, plutôt que de les faire avec des hauts fourneaux qui sont très émetteurs. C'est ce qu'on a fait chez ArcelorMittal. C'est ce qu'on est en train de faire chez Arcelor, et grâce notamment au soutien de l'État. Mais pour répondre à votre question, pourquoi les entreprises ne s'électrifient pas plus massivement au fond ? D'abord, se dire que les entreprises, elles ont besoin que leurs investissements soient rentables. Et pour qu'ils soient rentables, des investissements qui engagent le futur sur 5, 10 ans, 15 ans, eh bien, il faut donner aux entreprises de la stabilité sur les prix de l'électricité,
l'électricité. Et ça, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que moi j'ai essayé de faire en tant que ministre de l'Industrie et de l'Énergie, parce que j'ai récupéré le portefeuille de l'énergie aussi, parce que ça avait du sens de mêler les deux, avec l'idée assez simple que EDF, qui est une entreprise détenue par l'État, devait fournir aux industriels de l'électricité à bon prix pour pouvoir justement s'engager dans les investissements de décarbonation. Et c'est pour ça qu'il y a des contrats de long terme, sur 10 ans, 15 ans, qui sont signés désormais par les industriels avec EDF et qui leur permettent d'avoir, pendant 15 ans, la certitude d'avoir un mégawattheure autour de 60-65 €, ce qui est très compétitif. Il faut quand même savoir que l'Allemagne a aujourd'hui une électricité qui coûte 4 fois plus cher qu'en France. Et ça, c'est un handicap très lourd pour les Allemands qui sont obligés de compenser avec beaucoup de subventions. Donc on a aujourd'hui cette capacité à donner de la visibilité à nos entreprises. Il faut que les entreprises s'en saisissent. Il faut qu'elles se saisissent de toutes les formes de contrats que EDF leur procure. Et moi, je fais ici devant vous la publicité de ces contrats. Il y a parfois, quand j'allais sur le terrain, des PME, des ETI qui ne savent pas qu'il y a la possibilité d'avoir des contrats de 5 ans, des contrats de 10 ans, des contrats de 15 ans qui donnent cette stabilité. Et puis l'autre aspect, je ne veux pas être trop long, c'est que il y a un enjeu fiscal. On a parlé des surplus sur le pétrole. Il y a aussi une problématique qui, moi, me préoccupe et que j'ai essayé de faire évoluer en tant que ministre, qui est le différentiel de fiscalité entre l'électricité et le gaz. On taxe plus l'électricité que le gaz. L'accise dont vous parliez sur l'électricité, elle est à peu près 2 fois celle qui pèse sur le gaz. Et donc à un moment ou à un autre, si on veut décarboner, il faut rééquilibrer. Il faut le faire avec prudence parce qu'on sait que socialement ça peut être lourd. Il y a beaucoup de ménages modestes qui se chauffent au gaz et donc il faut accompagner ça comme on le fait avec les pompes à chaleur. Parce que vous imaginez qu'il faut relever la fiscalité du gaz plutôt que baisser celle de l'électricité ? Il y a plusieurs hypothèses, évidemment. C'est d'autant plus compliqué maintenant. Moi, je suis toujours d'avis de baisser les impôts quand on peut les baisser. Donc si on peut baisser la fiscalité de l'électricité, c'est évidemment très important. Mais il faut accompagner ça, et vous avez eu bien raison de mentionner, je veux le saluer, le plan d'EDF pour ses 80 ans, parce qu'EDF fête ses 80 ans, qui va donner à 80 000 ménages, la symbolique, la possibilité de financer une pompe à chaleur et donc d'électrifier son chauffage de manière plus aisée. Je pense que c'est vraiment la direction à prendre, le logement, les transports et l'industrie. Martial Liu, les pompes à chaleur. Alors EDF, effectivement, annonce une prime cumulable de 1 000 € pour les 80 000 foyers les plus modestes. Franchement, ça va marcher ? Alors, si je prends ma casquette de défenseur des dindons, comme dans mon livre, c'est-à-dire des classes moyennes, la réalité de la vie, en fait, de tous les jours, c'est que quand vous avez un reste à charge de 3 000 € pour changer la chaudière, et c'est ça, c'est ce qui reste. Une fois qu'on aura cumulé toutes les aides, vous en avez encore pour 3 000 €. La seule chose que vous faites, c'est que vous priez le ciel pour pas que la chaudière actuelle tombe en panne. Et donc, évidemment qu'il y aura un effet d'aubaine. Il y aura des gens qui vont en profiter, et tant mieux pour eux. Mais c'est pas, je pense, ça qui change véritablement la donne. Le problème, je pense que il faut expliquer. C'est souvent un déficit d'explication qu'il y a chez nos gouvernements, c'est expliquer la trajectoire et les côtés positifs et les côtés négatifs, en expliquant que c'est important qu'on soit souverain au niveau énergétique, bien évidemment, et qu'on soutienne une filière sur laquelle on a une expertise désormais renouvelée grâce à Flamanville sur le nucléaire, évidemment, mais ça ne se fera pas sans un coût pour les ménages. Et ça, ce coût, il doit être expliqué. Parce qu'aujourd'hui, l'électricité, que ce soit pour les voitures, que ce soit pour les pompes à chaleur, est très subventionnée. Jusqu'à quand ça, on va subventionner cette électricité. Et si il faut compenser en remontant la fiscalité sur telle ou telle énergie, en remontant le prix de l'essence, ça a un sens, à la rigueur, de dire si on veut sortir du carbone et des hydrocarbures, il faut sans doute que l'essence et le gasoil soient moins intéressants. Mais ça, faut l'expliquer aux gens. Parce que si vous rajoutez une taxe ou un prix de l'essence trop cher, vous avez les gilets jaunes sur les ronds-points. Donc tout ça, c'est ce déficit parfois d'explication, de vision, y compris de ce qui va faire un peu mal, qui manque pour pouvoir faire passer des idées intéressantes au demeurant. Stéphane Is, est-ce que vous diriez qu'on est dans un changement de paradigme quand même, et notamment avec le marché automobile ? Je regardais les tout derniers chiffres du premier trimestre. 28% des voitures neuves vendues en France depuis janvier sont des voitures électriques. En fait, c'est un très bon exemple, et pour faire la comparaison avec le secteur du bâtiment. Donc, dans le secteur du bâtiment, on a un delta d'assises à peu près x2. Ce x2 de différentiel entre l'électricité et le gaz en défaveur de l'électricité, cette fois, il est dans le secteur des transports en faveur de l'électricité. Donc en fait, dès aujourd'hui, quand vous faites votre plein électrique, surtout si vous le faites à la maison,
dès aujourd'hui. Donc en fait, c'est très favorable de faire le plein électrique de point de vue finance pécunier par rapport aux véhicules thermiques. Alors après, il y a d'autres blocages. Il y a le prix d'accès aux véhicules électriques qui reste quand même un peu difficile. Et puis les bornes de recharge / l'autonomie. L'autonomie, c'est en train d'être franchement résolu par les industriels. Les nouvelles voitures. Beaucoup par les voitures chinoises quand même. Beaucoup par les voitures chinoises, mais les constructeurs automobiles français sont quand même actifs. La R5 est un vrai succès. Y compris à l'export. Voilà. Donc à l'export et aux États-Unis. Donc là-dessus, il n'y a pas de fatalité. Et puis enfin, les bornes de recharge dont les réseaux sont maintenant quasiment... sont très diffus un peu partout, et donc on arrive même à faire des très longues distances aujourd'hui en voiture électrique sans réelle difficulté. Complètement d'accord, et je veux compléter. Je pense qu'effectivement, il faut rassurer les gens sur le fait qu'ils ne vont pas tomber en panne quand ils achètent une voiture électrique, et même s'ils font de longs trajets. Il y avait 30 000 bornes de recharge collectives sur tout le territoire en 2020. Il y en a aujourd'hui 160 000, et on en aura quasiment 400 000 collectifs en 2030. À ça s'ajoutent des millions de bornes de recharge qui sont chez les particuliers. On a encore un effort à faire, et là, il faut qu'on accélère sur l'équipement collectif, dans les copropriétés par exemple. Ça, c'est un élément très important. Concrètement, pour acheter un véhicule électrique, donc vous avez dit qu'il peut coûter plus cher à l'achat, même si les prix baissent. On va avoir une Twingo, je ne veux pas faire de pub, mais qui va... Vous l'avez fait. C'est vous-même qui avez parlé de la R5. Mais simplement dire qu'on va toucher désormais des véhicules électriques à moins de 20 000 euros, ce qui reste cher pour un certain nombre de ménages. Mais les prix baissent. On était à 30 000, 35 000 il y a encore quelques temps. Et surtout, à l'usage, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher parce qu'un plein qui vous donne une autonomie de 400, 500, ça dépend des modèles, kilomètres, ça coûte 25 euros sur l'autoroute, mais ça peut coûter 8 à 10 euros quand vous le faites chez vous. Donc il faut quand même se dire que tout ça va dans le bon sens. Il faut rassurer les gens sur le fait que les bornes de recharge sont accessibles. Vous en parlez dans votre... Oui. Je relaie une question d'un de nos téléspectateurs, Claude, qui nous dit « Comment obliger les copropriétés à équiper les garages de bornes pour une voiture électrique ? Sans cela, impossible d'acheter un véhicule électrique. » Il y a un droit à la prise, non ? Alors oui, c'est un peu compliqué. Il y a quelques obstacles réglementaires qui, pour certains, ont été levés à l'époque où j'étais ministre. Pour d'autres, ont encore besoin de l'être. Il faut concrètement faciliter ça, faire en sorte qu'on puisse imposer à une assemblée de copropriétaires l'introduction et l'installation d'une borne. Mais ça, c'est un point absolument fondamental parce que si les gens ont une borne sur leur lieu de travail et sur leur lieu de vie, eh bien, quelque part, ils sont sécurisés sur l'ensemble de leur parcours. Mais la charge mentale de la charge de la voiture, c'est quelque chose. C'est vrai. C'est quelque chose. Martial, vous en parlez dans votre livre, Les dindons, de la voiture électrique. Enfin, précisément, vous parlez du piège de la voiture électrique. Pourquoi ? Ça va pas être très populaire, ce que je vais vous dire, et notamment parce que Marc Ferracci, comme beaucoup, ça part d'un bon sentiment, le leasing social. Et moi, je dis c'est un piège, ce leasing social, pour une raison assez simple, c'est qu'effectivement, ça permet l'accession aux véhicules électriques pour les ménages modestes. Simplement, aujourd'hui, si vous voulez une Twingo électrique ou une R5, vous partez pas en vacances avec la famille sur ces modèles-là. Et donc, vous avez un deuxième véhicule en réalité. Mais il vous faut quand même toujours le vieux thermique de 12 ans d'âge, qui est la moyenne de ceux qui, aujourd'hui, sont des classes moyennes entre 2 500 et 5 000 euros de revenus par mois. Et surtout, là où je dis c'est un piège, c'est pas sur l'usage immédiat, c'est que c'est un leasing. Donc, dans 3 ans, ceux qui ont souscrit ce leasing social vont retourner chez le concessionnaire et le concessionnaire va dire il y a un reste à charge, ce qu'on appelle la valeur résiduelle, de 13 ou 15 000 euros sur ce véhicule. Est-ce que vous pouvez le payer ? Et ces familles ne pourront pas le payer. Et moi, j'ai très peur. Et donc, elles rendront la voiture et on ne leur en donnera pas une en remplacement. Il y aura eu un besoin qui fait qu'elles se seront créées un besoin avec ce deuxième véhicule, et donc elles repartiront sur un leasing. Mais je ne suis pas certain, et si Marc Ferracci l'est, tant mieux, que dans 3 ans, au vu des finances publiques que nous avons, nous aurons les moyens de financer, même si aujourd'hui, c'est la CEE qui finance. C'est aussi ça, l'instabilité politique et les incertitudes font qu'on a du mal à avoir confiance et à y aller. Je partage complètement l'idée qu'il faut de la stabilité dans les règles, il faut de la stabilité dans le bonus écologique, ça en a manqué, il faut de la stabilité dans le leasing, parce que
à la fois les acheteurs, mais aussi les concessionnaires, les constructeurs doivent se projeter dans des règles stables. Maintenant, le leasing social, c'est un instrument bien spécifique qui touche les ménages modestes. Mais il doit être complété par quelque chose de beaucoup plus puissant, qui est le développement d'un véritable marché de l'occasion sur le véhicule électrique. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur la nécessité de développer les véhicules électriques dans les flottes d'entreprises, parce que vous savez que les entreprises ne gardent pas. Aujourd'hui, 40% des achats des flottes d'entreprises sont des véhicules électriques. C'était 20% il y a un an. 20% au moment où la disposition que j'ai faite voter, qui incite fiscalement les entreprises à verdir leur flotte professionnelle, a été mise en œuvre. Donc on voit qu'on a doublé la proportion de véhicules électriques dans les achats d'entreprises. Ça va alimenter un marché de l'occasion. Et là, il y aura une décote. Et on n'est pas concerné par le remboursement, le leasing, quoi que ce soit. On est sur un marché de l'occasion qui va prendre le relais. Moi, c'est à ça que je pense. Et je pense que les deux sont très complémentaires. Autre initiative. Localement, il y a une multitude d'initiatives autour de la voiture électrique. Je voulais vous emmener ce soir en région Centre-Val de Loire, où là-bas, il y a des voitures électriques en libre service. Comme il y en a eu à une époque à Paris. On a arrêté parce que ça avait été trop abîmé, sans doute. Mais là-bas, ça marche très fort. En particulier depuis un mois, figurez-vous. Ça sert à faciliter les déplacements à la campagne. Maïté Frémont, reportage. Sur les routes de Courtenay, à l'extrême est du Loiret, la voiture est pour les 4000 habitants une nécessité. Votre réservation se termine lorsque le véhicule est verrouillé. Ce jour-là, sur ce parking, Karine teste pour la première fois la location de voitures électriques. Vu le prix de l'essence qui doit être à 2,30 €, pas très loin, je pense que je vais m'y retrouver forcément. Et ça ne pollue pas. Et pour Karine, monitrice d'auto-école, la voiture n'est pas qu'un moyen de transport. C'est aussi son outil de travail. Je me suis décidée au dernier moment de la prendre parce que j'aurais pu avoir un prêt de véhicule de mon employeur, mais du coup, ce n'était pas possible pour aujourd'hui. Mais c'est vraiment une disponibilité immédiate. Donc en fait, et puis toute personne peut la conduire, que ce soit quelqu'un qui a un permis manuel qu'automatique. Donc ça, c'est bien. Karine déboursera au total 7 € la demi-journée, une vingtaine si elle souhaite la garder toute la journée. Ce dispositif testé depuis 3 ans est financé par la région, 30 000 € par an et par véhicule. Et ce jour-là, inauguration d'une nouvelle station dans un bourg de 1300 habitants. On vise à faire en sorte que nos concitoyens dans l'espace rural puissent disposer véritablement d'un outil de la mobilité. Ici, les bus se font rares, les trains inexistants et le prix de l'essence très élevé. Ça va être, je pense, pour certaines personnes, plus intéressant de louer un véhicule de manière ponctuelle plutôt que d'avoir son propre véhicule, souvent en thermique. Au total, dans la région centre, 160 voitures électriques seront proposées aux habitants d'ici la fin de l'année. Rémi, pardonnez-moi, Stéphane Is, c'est parce que le réseau de transport en commun en Centre-Val de Loire s'appelle Rémi, pardonnez-moi. Stéphane Is, ça c'est le genre d'initiative aussi qu'il faut encourager. Oui, qu'il faut encourager, et je pense que sur les transports, on a tendance un peu trop à se dire qu'on va remplacer un véhicule électrique par un véhicule thermique, mais en fait, on a une révolution dans le secteur des transports. Alors c'est évidemment très très fort, on le voit à Paris, certains le rouspètent contre ça, d'autres pas, mais en tout cas, très clairement, Paris a été transformé sur les 20 dernières années. Moi, je suis parisien depuis trop longtemps. Et donc il a connu les calèches avec des chevaux. Au moins ça. Et donc, il y a aussi une révolution. Donc, c'est une révolution, les vélos, les transports en commun, etc. Mais aussi autour des usages de la voiture, l'autopartage. C'est un peu une sorte d'autopartage. Et vous avez évoqué anciennement Autolib, qui a été une sorte qui s'est terminé, on va dire, en queue de poisson. Mais il y a encore à Paris des véhicules en autopartage disponibles via des mécanismes qui ressemblent peu ou prou à ce qui a été montré là. Donc en fait, dans les transports, il ne faut pas penser uniquement sur changement de véhicule. Il y a aussi une révolution, transport doux, etc., qui va bien au-delà de juste la voiture. La révolution, c'est aussi de ne plus être propriétaire de sa bagnole, Martial. Ah bah non, oui, mais ça c'est plus globalement alors, une peut-être société... que c'est compliqué dans les esprits français. C'est compliqué parce que moi j'ai grandi dans les années 80, la nouvelle voiture, on l'arrosait avec les voisins, on la mettait devant le pavillon. Hein. Mais c'est vrai. Il y avait un statut social derrière la voiture. Bon, là effectivement, c'est une utilité, vous la prenez pour aller d'un point A à un point B et il y a peut-être un peu moins d'affect, même si tous les sondages montrent que les Français restent très attachés à la voiture. Évidemment. Et on le voit d'ailleurs, le succès de la R5, alors arrêtez de faire de la pub, vous allez me dire pour il va falloir citer d'autres
autre marque que Renault, Voilà. les amis. C'est pas possible. Mais on va dire qu'il y a aussi des Tesla, il y a aussi des Citroën, évidemment. Mais le succès de la R5, il repose sur quoi? Ou celui du combi Volkswagen? Sur la nostalgie. Bien sûr. Sur ce look, sur cette bouille de voitures qu'on a connue quand on était jeune. Et c'est ce qui différencie d'ailleurs des marques françaises qui ont un catalogue et un historique, des marques chinoises qui arrivent sur le territoire. Bertrand Perrier, question téléspectateur. Oui, Christine nous demande comment taxer le plein électrique. Si tout le monde a une voiture électrique, observe Christine, il n'y aura plus de taxes à rentrer. Oh, Christine. On va être On se pose la question, Marc Ferrati. Comment on va taxer le plein électrique? On va taxer... c'est la taxe sur l'électricité, en fait. Comment on taxe l'électricité aujourd'hui? C'est-à-dire en Mais déjà. l'appliquant au moment où vous rechargez sur votre consommation électrique, que ce soit sur une borne collective ou sur une borne individuelle. Puisqu'on parle d'argent, il y a 3 lettres qu'on entend beaucoup depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et le choc énergétique qu'elle a entraîné, c'est CEE, Certificat d'économie d'énergie. C'est même devenu une polémique ces derniers jours au sein de la classe politique. De quoi s'agit-il, Julie Ruiz-Pérez? Oui, donc alors les certificats d'économie d'énergie, donc CEE ou C2E, en fait c'est un principe où l'État oblige depuis des années les fournisseurs d'énergie, donc Total Energy, Engie, les vendeurs de carburant, à financer quelque part la transition énergétique. C'est le fameux principe du pollueur-payeur. Concrètement, ce sont ces entreprises qui paient par exemple une partie de vos travaux d'isolation ou le remplacement, on en a parlé, de votre chaudière par une pompe à chaleur. Alors en échange, les fournisseurs obtiennent ces certificats, donc les CEE, et s'ils atteignent un certain quota, eh bien, ils échappent à une lourde pénalité. Et donc ce sont des certificats qui sont très défendus par le gouvernement. Ils permettent de financer des politiques sociales de transition énergétique. Le leasing social, 100 000 Français qui ont pu acheter un véhicule électrique grâce à l'aide de ces certificats. La rénovation thermique. Tu veux qu'on la mette? Et donc le gouvernement veut faire évoluer ce mécanisme. Effectivement, Sébastien Lecornu a confié à Maud Bréjon, donc la ministre de l'Énergie, une mission de 2 mois pour renforcer ce dispositif. L'idée, alors on ne sait pas encore exactement, mais ce serait peut-être d'exclure des projets qui sont moins efficaces sur le plan énergétique ou d'intégrer au dispositif des secteurs qui sont très dépendants aux hydrocarbures. On a parlé beaucoup ces derniers temps d'agriculture, de pêche. Et quelque part, on comprend un peu pourquoi le gouvernement aime bien ce dispositif, parce qu'avec la crise au Moyen-Orient, il est très pressé de faire advenir le passage à l'électrique. Et les CEE, ça permet de le financer quelque part sans peser. Sans bourse déliée. Exactement, sur les finances publiques qui sont au rouge en ce moment. Après, le problème, c'est que la solution ne plaît pas à tout le monde. Les factures d'électricité ne baisseront pas. Pourquoi? À cause de la hausse de 2 milliards d'euros des certificats d'économie d'énergie que vous avez décidé par décret. La hausse des certificats d'économie sera bien payée par tous les Français sur toutes les factures d'électricité, de gaz, de fioul et de carburant. Julie, il a raison, Jean-Philippe Tanguy, de dire qu'au final, c'est les Français qui payent? Alors oui, en partie, parce qu'en réalité, les entreprises concernées répercutent les coûts liés au CEE dans les prix de l'énergie. Et c'est la Cour des comptes qui le dit dans un rapport de 2024. Et on a vu un exemple assez concret fin 2025, quand le gouvernement a revu à la hausse les quotas de CEE, donc c'est les quotas nécessaires pour les fournisseurs, pour échapper à la pénalité. Donc l'enveloppe est passée de 6 à 8 milliards cette année. Et donc immédiatement, les représentants des fournisseurs de carburant avaient estimé que le prix à la pompe s'en ressentirait de 4 à 6 centimes par litre. Et à ce moment-là, ils avaient aussi précisé que le CEE pesait déjà 11 centimes environ par litre à la pompe. Alors après, rien ne dit que le gouvernement, à la fin de sa mission, décidera encore d'augmenter cette enveloppe. En tout cas, dans les prochaines semaines, les débats sur le sujet risquent d'être électriques. N'est-ce pas, Marc Ferracci? Est-ce que le système a été dévoyé par des effets d'aubaine? On a vu aussi qu'il y avait beaucoup de fraude. Le Rassemblement national dit on va les supprimer si on arrive au pouvoir parce que de toute façon, à l'arrivée, c'est les Français qui payent. Non. Le Rassemblement national fait ce qu'il fait de mieux, c'est de contrer cette ardente nécessité qu'est de décarboner, c'est-à-dire de sortir de la dépendance aux énergies fossiles. C'est quoi les C2E? C'est justement un outil qui, sans faire appel au budget de l'État et donc à la poche des contribuables, permet d'inciter à
utiliser moins d'énergie fossile et à aller vers des usages d'électrification, les pompes à chaleur et un certain nombre de dispositifs qui font appel à l'électricité et qui font des économies d'énergie également. Donc c'est un dispositif qui est vertueux, qui effectivement peut avoir des répercussions sur les prix, mais qui sont, il faut bien se le dire, absolument sans commune mesure avec ce qu'on peut constater aujourd'hui lors d'une crise. C'est un dispositif de transition en douceur vers une économie plus décarbonée. Et quand j'entends que ça augmente les prix de l'électricité, je me rends compte que Jean-Philippe Tanguy n'a absolument rien compris au dispositif. Mais ça n'a pas augmenté le prix de l'essence, comme le dit la Cour des comptes ? L'essence, mais pas de l'électricité. Il a dit l'électricité dans son intervention. Est-ce qu'on aura assez d'électricité pour tout, Stéphane Is ? Parce qu'on parle d'un grand plan d'électrification, on en connaîtra vraiment tous les détails demain, mais on a tous en tête ce qui est arrivé en Espagne l'année dernière, ce blackout qui a été expliqué à l'arrivée par 17 paramètres différents. Est-ce qu'on aura assez d'électricité vraiment à l'arrivée pour tout ? Est-ce qu'on peut y aller, j'allais dire les yeux fermés, mais non, on aura de la lumière. D'abord, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une période où on consomme plutôt beaucoup moins d'énergie ou beaucoup moins d'électricité que ce qu'on en a consommé par le passé. On est à peu près à l'équivalent de ce qu'on consommait en 2005, même un peu avant quand j'ai regardé dans le train en venant ici pour être sûr des dates. Et donc en fait, on a aujourd'hui en fait trop d'électricité. Trop d'électricité avec un parc nucléaire qui est revenu à des niveaux de production, ça a été rappelé tout à l'heure par M. Ferracci, et puis trop d'électricité parce qu'entre-temps, depuis 2021-2022, on a rajouté des capacités de production d'électricité renouvelables. Donc après... Avec les éoliennes, notamment. Éoliennes, les panneaux solaires, etc. Donc à partir de là, la question n'est pas tant de... En fait, il y a deux options. Soit on se dit on va ralentir sur la production d'électricité et puis finalement rester dépendant et dépenser 60 milliards par an en énergie fossile. Ou plutôt se dire, accélérons plus du côté de la consommation, puisque aujourd'hui c'est quand même le bas qui blesse. C'est pas tant la production, c'est la consommation qui blesse. Et on a aujourd'hui les moyens pour rentrer de plein pied dans ce mouvement et allons-y. Donc en fait, le sujet n'est pas tant... Est-ce qu'on va en manquer ? Il est plutôt, on en a trop, et donc il est temps d'arrêter de gaspiller ce surplus d'énergie à ne rien faire. Et donc si on ne veut pas le gaspiller, on peut aussi apprendre à le stocker. Je crois que ça fera aussi partie des pistes du plan d'électrification annoncé demain. L'électricité, on n'a pas inventé l'eau chaude, on ne sait pas la stocker. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On sait la stocker à deux titres. On sait d'abord la stocker... On ne sait pas la stocker à l'état d'électricité. Non, même là. Alors, je vais vous dire deux choses. On sait la stocker par ce qu'on appelle des stations de pompage-turbinage, c'est-à-dire quand on a un surplus d'électricité, on pompe dans des réservoirs qui sont en altitude, et quand on a besoin de l'électricité, on tire la chasse d'eau. Et hop, avec l'énergie de l'eau, ça fait de l'électricité. Premier élément. Deuxième élément, les batteries des voitures sont de plus en plus installées pour stocker de l'électricité. On voit ça à l'échelle internationale de façon très active et dynamique en Australie, en Californie. Et donc, le rapport Lévy-Tuyot qui a été sorti aujourd'hui, par exemple, dans ses préconisations d'optimisation du coût des énergies renouvelables, a en particulier mis l'accent sur la nécessaire mise en place de systèmes de stockage par batterie. J'ajoute qu'avec l'électricité qu'on a en surplus, on peut aussi produire de l'hydrogène et que tout ça peut nous permettre de stocker. Simplement pour compléter... Mais si les camions roulent à l'électrique, du coup, ils ne rouleront pas à l'hydrogène. Donc il faut aussi choisir. C'est un choix économique que feront les transporteurs. Mais je veux juste rappeler qu'avoir trop d'électricité, c'est aussi se donner les moyens d'éviter les blackouts. C'est aussi se donner les moyens d'éviter les pénuries, ce qu'on a pu connaître en 2022. Et quand on a trop d'électricité, on fait un truc assez simple. C'est qu'on l'exporte, l'électricité. On l'exporte et on a exporté 20% de notre production électrique en 2024. Ça fait des milliards d'euros d'excédent sur notre balance commerciale, qui en a bien besoin quand même. Et donc, on ne va pas se plaindre de ça. Ce qu'il faut, c'est organiser la coopération au niveau européen, de telle sorte que les interconnexions nous permettent d'exporter et ne déstabilisent pas notre système en retour à travers la production, par exemple, d'énergie renouvelable qui viendrait d'Espagne ou d'autres pays. C'est ça l'enjeu, c'est un enjeu de coopération européenne. Mais produire plus d'électricité que nous n'en avons besoin, il ne faut surtout pas en avoir peur. Un dernier mot, Martial ? Je pense qu'en plus, là pour le coup, l'intelligence artificielle va aussi aider. Alors je sais bien qu'à chaque fois on sort l'intelligence artificielle du chapeau de façon un peu magicien et lapin. Les data centers. Mais voilà, il y a déjà les data centers. Il y a la possibilité effectivement avec ce qu'on appelle la domotique, c'est-à-dire l'intelligence de la maison, petit à petit, et on voit déjà ça existe ailleurs. Voilà, on va pouvoir piloter, c'est-à-dire que la voiture électrique, si elle est chargée quand elle arrive du travail, elle peut
stocker une partie ou redistribuer une partie de cette électricité. Bref, il y a tout un écosystème. C'est ça qui est en train de se construire. Et c'est plutôt assez fascinant de se dire que là, pour le coup, on n'est pas en retard, on est même plutôt à la pointe du côté des Français. Eh ben, ça fait du bien de vous entendre. Merci à tous les trois d'avoir été ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Dans un instant, la question qui fâche. Est-ce qu'on va bientôt travailler le 1er mai ? Les députés en parlent demain. Proposition de loi examinée à l'Assemblée nationale. Et on va en parler avec nos prochains invités. Mais avant cela, c'est Bertrand Perrier, Perrier Tranche. Aujourd'hui, Bertrand assure la chronique People, figurez-vous. Oui, Adeline, aujourd'hui, je vous emmène dans la baie d'Ajaccio, où Paris Match nous a concocté un magnifique reportage sur papier glacé pour nous raconter l'idylle que personne n'attendait, c'est-à-dire l'idylle que, en réalité, tout le monde attendait. Cette romance qui se joue depuis quelques mois entre Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Car oui, c'en est fini du mystère savamment entretenu sur la vie privée du président du Rassemblement national. Jordan n'est plus un cœur à prendre. Tout cela est parfaitement orchestré, mis en scène jusque dans le moindre détail. Petite balade en amoureux entre mer et montagne, jean, cravate pour lui, pull sur les épaules pour elle, le tout en bleu marine, évidemment. Ah oui. Bref, casual chic, sobre, intemporel et élégant, assorti, propre sur eux, main dans la main dans un paysage de rêve, une communication millimétrée et maîtrisée. Mais attendez Bertrand, je comprends pas, c'est pas des photos volées, c'est une fausse paparazzade ? Exactement, une communication à l'ancienne, à la papa, dans la grande tradition des unes des politiques en couple dans des décors de villégiature, de Jacques Chirac à Emmanuel Macron, en passant par Nicolas Sarkozy. Des clichés posés, jolis, un peu lisses, avec juste ce qu'il faut d'intime. On est bien loin, et heureusement, des photos volées d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo. Et cette semaine, dans Match, le poids des mots est bien léger et le choc des photos prend soin de ne choquer personne. Mais puisque lorsqu'on est comme Jordan Bardella, un homme politique de premier plan, et qu'on aspire à un destin présidentiel, la vie privée fait partie de la vie publique. Autant l'officialiser dans un calendrier selon une esthétique que l'on a choisie soi-même, surtout lorsqu'on le fait pour la première fois. Et d'autant que la compagne de Jordan Bardella n'est pas une inconnue. Effectivement, Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, 22 ans, duchesse de Calabre et de Palerme, est issue d'une très grande et très ancienne famille de la noblesse italienne. Elle a passé une enfance dorée entre Rome, Londres et Monaco, parmi les familles régnantes et dans un univers de princesse. Elle avait fait à l'âge de 15 ans une brève apparition sur France 2 dans un numéro de l'émission Ça commence aujourd'hui, intitulé Aristocratie des familles comme les autres. Et elle avait raconté que sa plus grosse bêtise d'adolescente était, à Monaco, de se cacher derrière des arbres et de faire bouh pour effrayer les passants. Bref, une dangereuse sauvageonne. Depuis, elle est devenue une influenceuse sur les réseaux sociaux. Voyages, dîners, concerts, bals caritatifs, défilés de mode, sacs à main de luxe. Maria Carolina partage avec ses 200 000 followers sur Instagram sa vie d'aristocrate jet-setteuse un peu bling-bling à l'intersection du bottin mondain et de la Gen Z. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être invitée par Sotheby's qui organise une vente d'objets de luxe dont je suis l'ambassadrice et je vais partager avec vous mes pièces coup de cœur. Et c'est probablement là le défi de son couple avec Jordan Bardella, qui de son côté cherche à cultiver l'image d'un homme du peuple issu d'un milieu modeste de Seine-Saint-Denis, porte-parole d'une France populaire et déclassée. Jordan et Maria Carolina, l'anti-élite et l'héritière, deux personnalités bien différentes. Et l'avenir nous dira si l'amour l'emportera sur le glamour. Merci Bertrand. On passe à la question qui fâche. Le 1er mai est un jour férié et chômé, article 3133-4 du Code du travail. Mais demain, ce ne sera peut-être plus vrai puisque les députés Renaissance vont examiner une proposition de loi sénatoriale qui autorise le travail de certaines professions le 1er mai. Et ça pourrait s'appliquer dès cette année, là, dans 3 semaines. Alors, on va en parler avec vous, Sylvain Maillard, bonsoir. Bonsoir. Député Renaissance de Paris. Et bonsoir, Sophie Taillé-Poilian, députée écologiste du Val-de-Marne. C'est Hélène Bonduel qui vous pose ce soir la question qui fâche. La question qui fâche ce soir, c'est l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui la provoque. Est-ce que vous saviez que les boulangers et les fleuristes n'avaient pas le droit d'ouvrir leur boutique le 1er mai ?
Contrairement aux hôtels, cafés et restaurants, les boulangers et fleuristes ne sont pas considérés comme des professions essentielles. Et de ce fait, pour eux, le 1er mai est un jour férié et chômé. Ils peuvent ouvrir, mais n'ont pas le droit de faire travailler leurs salariés. Ces dernières années, des amendes étaient appliquées. 78 750 € pour avoir fait travailler 21 salariés ce jour-là, le 1er mai. Et c'est ce que veut changer Gabriel Attal avec cette proposition de loi. On a fixé des règles claires. Ce sera sur la base du volontariat, toujours pour les salariés. Les seront payés double ce jour-là. On apporte juste une solution à ceux qui veulent bosser. Parce que le travail, en France, doit payer. Le problème, c'est qu'il y a des députés qui ne veulent pas de cette loi, qui veulent tout faire capoter. Et notamment les députés insoumis, vent debout contre l'idée de faire travailler des salariés en 1er mai. Cette loi, elle vise à légaliser quelque chose qui était illégal et que certaines entreprises utilisé depuis des années pour faire travailler le 1er mai et qui en vérité ne va pas permettre le travail des artisans, mais cette loi elle va permettre d'ouvrir des groupes comme Interflora, Cultura, la Fnac et Grand Frais. Même réticence du côté des syndicats de salariés. La secrétaire générale de la CGT recadre même le député macroniste. On est dans un moment où les salaires ne permettent plus aux travailleurs et travailleuses de remplir leur frigo, les prix de l'énergie explosent, les licenciements se multiplient et ils s'attaquent à une des grandes conquêtes sociales des travailleurs et travailleuses, notre 1er mai, la seule journée à être férié et chômé. C'est une honte. La proposition de loi est soutenue par le gouvernement. Le ministre du Travail rappelle être attaché au symbole de la fête du travail, mais les fleuristes, dit-il, et les boulangers sont déjà ouverts le 1er mai. Cette proposition de loi va permettre de régulariser cette situation. Alors la question qui fâche ce soir, elle est simple. Faut-il assouplir ou pas les autorisations d'ouverture le 1er mai ? Sylvain Mayer, le débat va donc avoir lieu demain dans l'hémicycle. Vous reprenez une proposition de loi qui avait été votée par le Sénat, qui devait figurer dans la niche parlementaire LR en janvier dernier, mais qui n'avait pas eu le temps d'être examinée. Revoilà donc le texte demain dans l'hémicycle. Le 1er mai, c'est dans 3 semaines. Donc demain, en fait, c'est une loi d'urgence ? Alors, c'est pas comme ça que ça se positionne. Oui, il faut la voter pour qu'elle puisse s'appliquer au 1er mai, c'est notre objectif, et de faire en sorte qu'elle soit votée dans les mêmes termes que le Sénat. Et de redire tout simplement, en fait, c'est une situation qui existe, qui perdure depuis très longtemps. Sauf que l'inspection du travail, depuis quelques années, a mis de nombreuses amendes ou à des fleuristes ou à des boulangers parce qu'ils étaient ouverts le 1er mai. Donc nous voulons régulariser cette situation, rappeler que les salariés sont payés au minimum double, qu'ils ont un jour de récupération quand ils font le 1er mai et qu'ils doivent être volontaires. C'est ce qui se passe depuis des années. Donc nous régularisons une situation et permettez-moi juste, quand j'entends Madame Binet que vous avez passé tout à l'heure dans son émission à France Inter. Vous savez, moi je suis député du centre de Paris. Au centre de Paris, entre autres, il y a les grands magasins. Quand on a fait, par exemple, le travail le dimanche, l'autorisation du travail le dimanche, la CGT était vent debout contre le travail le dimanche. Et puis quand ça s'est appliqué, 2 ans après des négociations, donc je rappelle payé triple, avec un jour de récupération, les mêmes qui se battaient contre étaient les premiers à postuler pour pouvoir venir travailler le dimanche. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette histoire. On laisse travailler ceux qui veulent travailler parce que c'est beaucoup mieux payé, qu'il y a un jour de récupération et on fait en sorte que le travail redevienne la normale. Et que ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas ne seront pas obligés, évidemment, heureusement, de travailler le 1er mai. Sophie Taillé-Polian, vous, ce que vous dites, c'est que c'est un engrenage. D'abord, ce que je dis, c'est que c'est pas souvent que j'entends le groupe Renaissance dire que quand des gens respectent pas la loi, faut changer la loi pour que tout aille bien. Enfin, je sais pas. Ils respectent la loi, ils respectaient pas la loi, ils ont des amendes, c'est normal. Il faut faire respecter le droit, plutôt que de dire que puisqu'il y a des gens qui fraudent, il faut changer la loi. Donc ça, c'est quand même la première chose, parce que c'est quand même souvent ce qu'on entend à l'Assemblée nationale. S'il y a des gens qui fraudent, c'est peut-être parce que la situation est devenue un peu ubuesque. Mais pourquoi est-elle ubuesque ? Est-ce qu'on peut pas aller tranquillement à la boulangerie la veille et congeler sa baguette ? Non mais franchement. Est-ce qu'aujourd'hui, les boulangers, ils n'ont pas d'autres problèmes avec l'augmentation de 15% des prix du gaz que de savoir s'ils peuvent ou non faire travailler leurs salariés le 1er mai ? Parce qu'eux-mêmes peuvent le faire s'ils sont artisans. Et les fleuristes, est-ce qu'ils n'ont pas d'autres problèmes, notamment le fait qu'enfin on régule les pesticides sur les fleurs importées pour éviter d'avoir les cancers ? Non mais je veux dire, c'est quoi l'urgence aujourd'hui dans notre pays ? Est-ce que vraiment c'est de penser qu'on va résoudre les problèmes de pouvoir d'achat de tous les salariés en les faisant travailler un jour de plus ? Et puis, pardonnez-moi, le volontariat. Mais enfin, quand on travaille, quand on est salarié dans une petite entreprise et que le patron vient vous voir en disant est-ce que tu serais OK pour travailler le 1er mai, tu comprends, etc., machin.
Mais vous pensez vraiment qu'on peut toujours dire non quand on a envie de dire non? Moi, je sais bien, à l'argument du volontariat qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il y a forcément de la subordination dans l'entreprise et que on dépend de son patron, quoi, en gros. Vous savez, il y a des contrats de travail en France et on peut toujours trouver qu'il y a des patrons qui n'appliquent pas et qui sont des mauvais patrons. Et puis, il y a tout simplement la vie commune dans beaucoup d'artisans, chez des artisans et de commerçants. Vous savez, c'est des petites entreprises avec un patron et quelques employés. Et c'est une vie parfois un peu familiale qui se construit. Bah oui, mais je ne sais pas si vous avez vraiment travaillé dans des petites entreprises. Moi-même, qui suis entrepreneur, je sais à quel point on est dépendant de nos salariés. On est nos salariés. La grande histoire de la belle famille du patronat. Et Madame la députée, vous savez quoi? À chaque fois que vous pourrez prouver qu'un salarié a été obligé de venir travailler un 1er mai chez un fleuriste ou un boulanger, vous savez quoi? Il faut le porter devant la justice parce que c'est interdit. Et c'est interdit dans tous les entreprises. Après, en général, ça ne se passe pas très bien avec le patron, hein, si on porte ça devant la justice. Vous avez raison, mais il y a un contrat de travail. Et je le redis, c'est évidemment que sur le volontariat. Mais arrêtez de penser toujours que le travail est aliénant, que les gens ne veulent jamais travailler. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Il y en a beaucoup qui veulent travailler. Ceux qui veulent travailler, ils seront payés double, et tant mieux. Quand il y a autant d'exceptions à la règle, est-ce qu'il y a encore une règle? C'est ça aussi. Le 1er mai qu'introduit le fait de laisser des gens travailler. Parce qu'on ne parle pas seulement des boulangers, des fleuristes, on parle des cavistes aussi. Ils sont toujours dans le texte. C'est tellement urgent d'avoir une bonne bouteille. Il y a très peu d'exceptions au 1er mai, c'est un jour particulier. Je le dis encore une fois, les boulangers depuis toujours ouvrent le 1er mai. Ceux qui le souhaitent, ceux qui ne veulent pas l'ouvrir, c'est leur droit évidemment de fermer. Et les fleuristes, c'est un jour particulier. Et évidemment qu'ils ouvrent le 1er mai. Donc je ne comprends pas cette levée de bouclier sur deux professions qui de toute façon ouvraient. Et c'est très bien ainsi. Et que ça permet aux salariés d'être mieux payés s'ils le souhaitent et surtout d'être dans la légalité. Moi je suis très surpris que ce que vous portez... Pardon, excusez-moi. Je suis très surpris tout le monde n'ouvrait pas, c'est pas du tout vrai. Très surpris de votre propos en disant les macronistes veulent, ou le groupe Renaissance veut légaliser quelque chose qui est interdit. Tu casses, tu répares, c'est pas les débats qu'on a sur la drogue, je pense que je peux... J'ai pas parlé de drogue. Sophie Taillé-Polian. On peut front renversé, vous voulez légaliser quelque chose qui est interdit. Donc voilà, vous voyez, on est là aussi pour changer les choses. C'est pour ça que nous sommes législateurs et que nous avons été élus. Que répondez-vous à ceux qui disent et si on laissait aux Français la liberté de choisir finalement? 3 Français sur 4 veulent pouvoir travailler le 1er mai dans un sondage récent commandé par la CPME, les petites et moyennes entreprises. 3 Français sur 4, il y a des chances pour qu'il y ait certains de vos électeurs quand même dedans. Oui, il y a des chances aussi pour qu'il y ait des tas de gens qui soient à la retraite, qui soient... Enfin, je veux dire, bon... Non, mais 3 Français sur 4 veulent pouvoir travailler le 1er mai. Pardonnez-moi, mais il y a quand même aujourd'hui, dans ce pays, peu de jours fériés où les gens se retrouvent ensemble. Aujourd'hui, déjà, le dimanche a été grignoté. Il y a plusieurs millions de salariés qui travaillent le dimanche. Et ce n'est pas vrai que c'est toujours volontariat. Bien sûr que si, maintenant, le dimanche est devenu un des jours. Si c'est inscrit à votre planning, si vous n'êtes même plus payé double. Parce que c'est juste possible. Donc, comme c'est organisé comme tel, comme un jour de travail... Il y a des entreprises où les gens réclament de travailler le 1er mai pour pouvoir être payés double. Tant pis pour vous. Mais parce qu'il faut augmenter les salaires, madame. Il faut augmenter les salaires. Il y a 16% des Français qui sont tous les mois à découvert plusieurs jours par mois. Donc évidemment qu'il faut augmenter les salaires. Est-ce que c'est en travaillant un jour de plus pour certains qu'on va résoudre ce problème? Mais certainement pas. Et donc ça, c'est un problème urgent sur lequel nous devrions légiférer, y compris le 1er mai si vous le souhaitez. Moi, je veux bien venir. Mais donc là, on remet en cause un droit qui est important, qui est le seul jour chômé non travaillé. Et puis on sait comment ça va se passer. Ça va être comme le dimanche, vous le rappeliez très bien. Au début, on nous a dit « Non, mais vous inquiétez pas, ce sera très limité, etc. » Et ça s'est répandu. Il y a des millions de travailleurs qui sont obligés de travailler le dimanche. Mais bien sûr que si, c'est juste la réalité. Quand votre patron vient vous voir et que vous savez que le mois d'après, ou vous dites « Oh, dans 6 mois, je vais demander une augmentation », eh bien, vous le faites. On a aujourd'hui un problème. On a un problème dans notre société. Les gens n'arrivent plus à se retrouver ensemble au même moment. Vous savez, en 1906, pourquoi on a fixé le même jour pour tout le monde? Mais c'est pour que les gens ils se retrouvent. Là, il y a des gens, ils travaillent le lundi, ils travaillent le dimanche, ils travaillent tous les jours, ils ne se voient jamais.
C'est ça la réalité. Le 1er mai, il n'a pas exactement été créé pour que les gens se retrouvent ensemble. Non, le 1er mai n'a pas été créé pour ça. Mais aujourd'hui, on est dans une diminution de plus en plus importante des temps de repos où on peut se retrouver, où on peut faire du lien social, etc. etc. Mais Sylvain Maillard, on travaille de moins en moins, on est dans une société où on travaille de moins en moins. Regardez le sens du temps de travail en Europe, j'en appelle à mon arbitre, Julie Ruiz-Pérez. On travaille de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de chômage et ça, c'est votre responsabilité. Quand on a 35 heures, on travaille moins. Julie va pouvoir parler, je vous assure. C'est 1784 en Europe. 1784 heures par an. Heures par an, effectivement, c'est pas par semaine, ça ferait beaucoup. Et en France, c'est 1664, cette même 120 heures. 120 heures d'écart. Et par ailleurs, la France est 25e en Europe sur la durée du travail des salariés à temps complet. Donc c'est vrai qu'on travaille quand même moins que nos voisins. On a une productivité qui est supérieure. Ce n'est pas vrai. C'était le cas, ce n'est plus malheureusement plus. Alors c'est vrai que c'est en baisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a une évolution des conditions de travail qui sont de moins en moins bonnes. D'ailleurs. Non, c'est faux. C'est parce qu'il y a plus d'apprentis. Non, c'est très technique. Parce qu'il y a plus d'apprentis. D'ailleurs, sachez que demain on consacrera l'émission en public aux arrêts de travail. Sachez-le. Il y a de plus en plus d'arrêts de travail. Mais c'est un autre sujet. Des conditions de travail qui sont de plus en plus déplorables. Bertrand, question téléspectateur ? Oui, Patrick nous demande de rappeler, ce qui est tout à fait juste, que le 1er mai n'est pas la fête du travail, mais la fête des travailleurs. C'est un jour de revendication, de manifestation, ce n'est pas un jour férié. Ce n'est pas seulement un jour pour se reposer, c'est aussi un jour pour revendiquer et voilà, si on le souhaite, si on le souhaite, dans son identité de travailleur. Sylvain Maillard. Fête du travail. Sylvain Maillard, si c'est voté demain, ce sera donc applicable dès le 1er mai 2026. Et ça veut dire que vous avez trouvé l'accélérateur de particules des décrets d'application ? Parce que 3 semaines, ce serait un exploit. C'est vrai qu'on est sur la chaîne parlementaire, donc on va parler un peu plus technique. Et oui, il faut que ce soit voté, et dans les mêmes termes, évidemment, Assemblée et Sénat. Je pense que ça va être une bataille parlementaire dès demain. Ça ne retournera pas au Sénat, puisque c'est une proposition de loi qui a déjà été adoptée par le Sénat. Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que ce soit dans les mêmes termes, mais il est possible que nous ayons une commission mixte paritaire pour pouvoir... Sauf si vous votez au mot près. Vous avez modifié le texte du Sénat ? Je suppose que les amis et l'opposition à gauche va faire en sorte que ce ne soit pas les mêmes termes. Bon, le mieux c'est de décréter un jour férié pour les... évidemment une bataille parlementaire. Est-ce que le mieux, c'est pas de décréter un jour férié pour les inspecteurs du travail le 1er mai 2026 ? Comme ça, vous avez réglé votre problème de décret d'application. Écoutez, ironie de l'histoire. En tout cas, les inspecteurs du travail font leur métier qui est de contrôler. Et nous, on veut changer la loi et de faire en sorte que le 1er mai, je le répète, pour les fleuristes, pour les boulangers, ils puissent, s'ils le souhaitent, ouvrir et que leurs salariés, s'ils le souhaitent, peuvent venir travailler. Ils seront payés au minimum double et avec une journée de récupération. Bon, ça se passe pour demain. Faire des dîners en famille pour Madame la députée. C'est ça, parce que tout le monde n'aura pas le même jour et on sait très bien comment les choses vont se passer, comme le dimanche. Petit à petit, ça va être grignoté et nous souhaitons que ce jour essentiel, effectivement, dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire sociale, reste le symbole qu'il est aujourd'hui. Et je précise que la France Insoumise veut en profiter pour proposer l'instauration d'autres jours fériés, comme le 16 janvier, pour fêter la 5e semaine de congés payés obtenue le 16 janvier 82. Il y a aussi, pourquoi pas, instaurer le 4 février férié pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Nous avons aussi le 22 septembre en proclamation de la Première République. Le 3 mai pour l'anniversaire du Front populaire. Merci à tous les deux. Oui, il y a effectivement aussi le jour ça va être une journée créative demain matin. Oui, et il y a le 30 juillet pour célébrer l'amitié. Le concours l'épine du jour férié. Le 30 juillet. Certains veulent en supprimer. Ouais. Vous avez vu pourquoi serait férié le 30 juillet selon la France Insoumise ? Pour célébrer l'amitié. Bon, c'est sympa. C'est un beau programme. Bon, allez, tout de suite, c'est Bourbon Express, c'est le journal de l'Assemblée nationale avec Marco Pommier. Marco. Bonsoir Adeline. Dans Bourbon Express, ce soir, on commence avec les propos préoccupants du chef d'état-major des armées ce matin à l'Assemblée. Le général Fabien Mandon était auditionné par la Commission de la Défense et il a mis en garde les députés contre la menace russe. La permanence d'une menace russe sur notre continent avec une guerre ouverte qui reste ma préoccupation première en termes de préparation des armées. Une guerre ouverte avec la Russie, les mots sont forts, des propos qui font écho à ceux qu'il avait tenus fin 2025 lorsqu'il avait déclaré que la France devait être prête à un choc dans 3-4 ans face à la Russie. Ce matin, le chef d'état-major des armées a aussi renseigné les députés sur la puissance de l'armée russe et sur son évolution.
La Russie, en 2025, représente 1,3 million de soldats, avec une projection à 1,9 en 2030. L'évolution des chars lourds en Russie, 4 000 en 2025, 7 000 en 2030. Près de 2 millions de soldats russes d'ici 2030, vous l'avez entendu, très loin devant les capacités françaises estimées à 275 000 combattants. Dans ce contexte, le gouvernement dit qu'il faut augmenter l'effort de défense en actualisant la loi de programmation militaire de 2024 à 2030, examinée dans les prochains mois au Parlement, dans les prochaines semaines plutôt, à la clé 36 milliards d'euros supplémentaires. Alors ça, c'était devant la commission défense. Pendant ce temps, dans l'hémicycle, on examinait un texte pour pénaliser plus durement l'organisation de rave party. Oui, l'examen de la proposition de loi est presque terminé. Un texte qui vise plus précisément ce qu'on appelle les free parties, les fêtes libres qui prônent un accès gratuit, qui se tiennent souvent dans des champs, dans des lieux abandonnés, sans autorisation, avec parfois, c'est vrai, des nuisances sonores, des terrains dégradés et des dérapages, comme la consommation excessive de drogue. À l'origine de cette proposition de loi, Laetitia Saint-Paul, députée du groupe Horizon. Ce texte ne vise pas à empêcher de faire la fête, il vise à faire respecter des obligations déclaratives minimales qui garantissent la sécurité des participants et des riverains. Actuellement, les organisateurs de ces free parties s'exposent à une simple contravention. Le texte d'aujourd'hui veut durcir l'arsenal juridique jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 5 000 € d'amende, 1 500 pour les participants. La gauche dénonce une répression disproportionnée. Peut-être n'étiez-vous pas invité aux soirées et de là vient cette rancune. Mais si vous étiez à ces soirées, vous auriez pu comprendre qu'elles ne sont pas autorisées, que les autres soirées sont trop chères et que ce texte est la preuve de la faillite de votre autorité. Et c'est pourquoi je vous appelle à ne pas mettre des DJ en prison. Oui, la jeunesse peut être subversive et c'est très bien ainsi. Laissez-la danser, laissez-la chanter, laissez-la être heureuse. Parce que dans le monde que vous nous préparez, il n'y a pas beaucoup d'espace pour cela. Bon, les arguments amusent sur ce plateau. Laissez-nous danser. Alors, ce texte, du côté du bloc central, la droite, le bloc central et le RN défendent la nécessité d'encadrer ces rassemblements pour éviter les débordements. Écoutez Thibault Bazin. Oui, on en a marre de ceux qui ne respectent pas les règles. Oui, on en a marre de ceux qui ont consommé des produits illicites. Oui, on en a marre des nuisances sonores pour les voisins. Vous êtes dans un autre monde. Mais en France, on a aussi besoin de respecter les règles. Et le problème avec vous, c'est qu'il n'y a plus de règles. Oui, c'est l'anarchie si on vous suit. Voilà, le vote du texte est prévu dans la soirée. S'il est adopté, ce texte prendra ensuite la direction du Sénat. Bon, on va mettre les DJ en prison, Sylvain Maillard. Ah, pardon. Il faut réagir maintenant. Il rigole. Pardonnez-moi. Il faut mettre les... Non, mais c'est important aussi. Il y a des règles. Il faut comprendre que, évidemment, c'est important de faire... Et pas un député de Paris, on va dire que c'est pas important de faire la fête, de pouvoir s'amuser, que tout le monde ait sa place pour faire la fête, mais il y a des règles. Les envahissements de champs qui, pendant 3 jours, sans titre, sans droit, viennent dévaster et empêchent tel ou tel... personne à côté de ne pouvoir dormir. Et je pense qu'il faut savoir cohabiter. Il faut qu'il y ait des règles pour que chacun trouve sa place. Honnêtement, moi j'ai passé du temps là dans l'hémicycle. Je trouve que c'est ce que vous avez montré peut-être un peu caricatural par rapport au texte. Bah, c'est pas une caricature, c'est ce qui s'est passé cet après-midi dans l'hémicycle. Clairement, la gauche fait tout pour que ça dure très longtemps. Donc il y a eu beaucoup de prises de parole plutôt rigolotes d'ailleurs. C'est vrai qu'ils ont défendu beaucoup d'amendements. Leur but, c'est de faire perdre du temps, mais sur le fond, parce qu'on précise que c'était la niche parlementaire d'Horizon. Bah oui, faire juste en sorte qu'il y ait un minimum de règles et que ce soit. Sophie Taillé-Polian, vous dites comme Sandrine Rousseau, laissez-nous danser. Oui, comme Dalila. Et puis je dis surtout, comme le rapporteur Bazin, il y a des règles, il faut les respecter. Ah, elle retombe sur le 1er mai. On termine, Marco, avec un partenariat entre l'Assemblée nationale et la SNCF, tiens. Oui, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a signé la convention ce matin avec l'entreprise ferroviaire. Elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Madame, Monsieur, bienvenue à bord de ce TGV Inouï à destination de l'Assemblée nationale.
C'est la vraie voie des gares. C'est la vraie voie des gares. Objectif du partenariat, faciliter la venue de groupes scolaires à l'Assemblée avec des tarifs réduits, moins 75% sur les billets de train pour les écoliers et les collégiens de moins de 15 ans, moins 30% pour tous les lycéens. Ça marche aussi pour leurs accompagnants. Selon Yael Braun-Pivet, c'était une demande forte des enseignants qu'elle rencontrait sur le terrain. Beaucoup se plaignaient de ne pas pouvoir venir avec leur classe à cause du coût du transport. Hors de question de laisser nos jeunes citoyens à quai. Ma conviction, c'est qu'un enfant qui grandit loin de Paris a autant le droit de découvrir l'Assemblée nationale, de voir cet hémicycle, de comprendre comment nos lois sont débattues, votées, évaluées. Alors, venez à l'Assemblée nationale et partagez cette vidéo avec vos enseignants. On vous attend. On vous attend, l'objectif il est clair, rendre l'Assemblée plus accessible. En 3 ans, le nombre de visiteurs a doublé, 200 000 par an, dont 40% de groupes scolaires. Je sens que je vais les mettre d'accord tous les deux. C'est sympa, non, de faire un partenariat avec la SNCF pour permettre à des collégiens de payer 75% de moins sur le train et de venir visiter le Palais Bourbon. Bien sûr. Il y a beaucoup faut le dire, il y a beaucoup de personnes maintenant qui viennent visiter. Moi, j'ai vu entre 2017 et 200 000 visiteurs par an. Beaucoup de monde, même parfois dans l'organisation du travail. Il faut Mais je trouve ça très bien. C'est vrai. C'est la maison de tout le monde, et donc c'est bien c'est la maison des enfants. Que chacun de nous, de citoyens, puisse venir, et les jeunes particulièrement. Et les jeunes ont plein de questions. Moi, j'étais aujourd'hui même dans une classe de 4e dans un collège de ma circonscription qui était venu la semaine dernière à l'Assemblée. Et les questions, ça les a passionnés. C'était passionnant. Bon, allez, venez les collégiens, vous serez hyper bien reçus ici au Palais Bourbon. Merci à tous les deux d'avoir été là ce soir dans Chaque Voix Compte. Merci à Julie Bertrand. Merci. On se retrouve demain pour Chaque Voix Compte. L'émission est rediffusée tout à l'heure quand même, à 23h30 et sur la lcp.fr. Passez une excellente soirée et à demain.